bienvenue dans ce webinaire, alors animé exceptionnellement à deux mains avec Sylvain qui est de son côté chez Sunse et donc moi-même chez Invox. On va juste faire un petit test. Normalement, vous avez une petite box pour poser des questions, ce qui nous permettra d'ailleurs d'interagir finalement tout au long de ces 45 minutes que devrait durer le webinaire. Est-ce que vous pouvez juste aller utiliser cette petite box pour nous dire si vous nous entendez, si vous voyez bien et nos figures sur la partie webcam et l'écran avec les slides. Son, image, ok. Merci Thomas, merci Stéphanie. Parfait, et ben super, on va pouvoir du coup commencer. Donc bienvenue, bonjour Sylvain aussi. Bonjour Guilhem. Donc on est ravis de pouvoir vous accueillir pour ce petit moment d'échange tous ensemble. La présentation est enregistrée, donc vous aurez la vidéo et les slides à la fin de la présentation. On vous enverra, on fera un petit suivi par mail. Et puis aussi, ce qui pourrait être intéressant surtout pour vous, c'est qu'on rende cette présentation la plus interactive possible. Donc comme vous avez pu nous signifier que le son et l'image étaient OK, continuez à utiliser cette boîte à questions. On les regardera au fur et à mesure. On répondra peut-être pas à tout en direct. On traitera ce qui peut l'être. On attendra parfois aussi pour traiter certaines questions, puisque probablement on aura des réponses un petit peu plus tard dans la présentation. Et puis surtout, on gardera un peu du temps à la fin pour pouvoir échanger sur les sujets qui vous intéressent et qui sont aujourd'hui le marketing automation. Alors avec un titre, Sylvain, sur lequel on s'est arrêté, qui était quand même, quand on discute avec pas mal de personnes qui sont lancées de marketing automation, on se rend compte que c'est complexe, que ça peut l'être en tout cas. Et donc avec l'envie de le traiter sous un angle voilà, priorisation, simplification et quelles sont les bonnes étapes. Et puis aussi parce que on en parlera à la toute fin de cette petite conférence. On a essayé de mettre au point quelque chose, une méthode qui devrait simplifier ça. Exactement. Toutes ces Euh, expériences qu'on a collectées à force de faire les projets de marketing automation en commun nous ont amené à créer une offre commune que certains d'entre vous ont peut-être pu voir sur un récent salon Marketo ou sur les posts qu'on a pu publier, qu'on va vous présenter en fin de webinaire. Donc là, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Ça, c'est le petit moment pub réseaux sociaux. C'est pas le but du jeu. Aujourd'hui, on va se focaliser sur vraiment trois grandes choses. On va faire un tout petit rappel pour essayer de bien planter le décor sur comment est-ce qu'on considère le marketing automation et ce qu'on met dedans, ce qu'on met pas dedans. Ça sera vraiment une partie rappel. Après, on fera un vrai focus sur ce qui nous semble être vraiment les choses principales à faire quand on va commencer son programme de marketing automation, quelles sont les étapes à ne surtout pas vous oublier, et puis surtout quelles sont les erreurs qu'on peut commettre parfois parce qu'on l'a vu, hein, notamment chez Sun Tzu, vous avez récupéré parfois des projets qui étaient un peu mal partis, ou en tout cas pas forcément dans la bonne direction. On essaie de voir quelles sont les erreurs à éviter. Et puis on vous dira un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé effectivement à mettre au point cette méthode, et puis on gardera pas mal de temps pour les questions et surtout les réponses. Tu veux peut-être dire un tout petit mot de toi, Sylvain? Donc moi, je suis fondateur de Sunse. Je m'occupe aussi chez Sunse du marketing et de l'innovation. Sunse, c'est une société qui existe depuis un peu plus de 15 ans, qui est spécialisée sur l'expérience client. Donc, vous aider à délivrer un parcours client authentique et engageant. Et puis du coup de notre côté, côté Invox, alors tu pourras redire un petit mot parce qu'il y a des petites choses à toi qui vont arriver derrière. Côté Invox, donc moi je suis cofondateur d'Invox, on est une agence qui a 4 ans maintenant, on est spécialisé sur tout ce qui va être content marketing, donc création des contenus, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter finalement dans sa prise de parole autour des contenus, avec un fort focus lead generation, demand generation et marketing automation. Donc c'est des termes sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard. J'affiche ça, tu voulais dire un petit mot des typologies de clients que tu accompagnes, Sylvain, parce que c'est vrai que le marketing automation n'est pas réservé uniquement à des grandes entreprises, il y a aussi des entreprises plus petites qui s'y mettent et qui s'y mettent d'ailleurs très bien, parfois de manière assez agile.
Ouais, on a plutôt commencé par accompagner les grands comptes et de plus en plus on accompagne des PME qui veulent s'y mettre. Ce qui est important pour vous donc dans l'association Sunso Invox, c'est que donc Sunso est une société de conseil et d'intégration plutôt spécialiste des technologies. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est que notre association nous permet de mettre ensemble une expertise sur la stratégie de contenu et la production de contenu et une expertise sur la mise en place les opérations qu'on peut faire avec une solution de marketing automation. Et je finirai avec ça, Sunse est donc partenaire Gold de Marketo en France, qui est une des plateformes qu'on a choisies. Alors, on a déjà, je pense que ça fait 4 minutes qu'on a commencé ce webinaire et on a déjà balancé pas mal de mots anglais. Alors, on préfère s'excuser à l'avance, en tout cas vous présenter nos excuses à l'avance pour ça, parce qu'on sait qu'on va être parfois un peu jargonneux. Le but, c'est quand même aussi d'être très dans la pédagogie. Donc, encore une fois, s'il y a des choses que vous comprenez pas ou sur lesquelles on passe un peu trop vite, n'hésitez pas à utiliser la petite boîte à questions. Et puis surtout, le but aujourd'hui, c'est de se dire, dans tout ça, dans tout ce côté un peu jargonneux, on va essayer de voir ce qui est vraiment important dans tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de marketing automation et pourquoi ça peut s'adresser à vous? Il y a plusieurs cas qu'on va essayer de comprendre ici et on a essayé de les faire de manière très 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 pratico-pratique. Donc ça peut être des choses soit que vous avez envie d'attaquer, soit que votre direction vous demande de régler. Donc voilà certains des cas qui peuvent vous intéresser et pour lesquels du coup les mécaniques de marketing automation peuvent être intéressantes. La première, c'est pas assez de leads. Donc ça, il y a beaucoup de boîtes qui aimeraient avoir plus de leads, plus de contacts commerciaux à traiter. Donc ça, c'est un peu un des basiques. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire comment est-ce que, avec du contenu et avec derrière des mécaniques automatisées, comment est-ce que je vais réussir à pouvoir apporter plus de leads. Ça, c'est en général quelque chose qu'on retrouve partout. Après, il y a d'autres choses qu'on va retrouver qui sont peut-être plus fines dans l'analyse des besoins. C'est une chose d'avoir beaucoup de leads. Maintenant, si les leads sont pas assez qualifiés ou que leur qualité est pas bonne, en fait, on a quand même un gros problème. C'est que non seulement, au final, on n'a pas assez de bons leads, donc on revient au point 1, et puis surtout, on va passer énormément d'énergie à essayer de traiter ces leads-là, essayer de trouver, finalement, c'est un peu l'image de l'aiguille dans la botte de foin, d'essayer de trouver parmi tous les contacts qu'on a, quels sont ceux qui vont être intéressants. Un corollaire de ça, c'est que les commerciaux n'ont pas forcément le temps de prospecter from scratch. C'est-à-dire que petit à petit, on a déjà commencé à croire que la prospection ne marchait plus. Donc il y a beaucoup de commerciaux qui veulent plus prospecter ou qui disent ne plus avoir le temps. Et puis surtout, on va finalement travailler toujours sur les mêmes cas, sur les mêmes bases de contacts qu'on a. On va pas forcément essayer de renouveler de nouveaux contacts parce que c'est compliqué et parce que on sait aussi que derrière, si la qualité suit pas et que la qualification des leads ne suit pas, ça peut être problématique. On a cité quelques-uns des clients sur lesquels on pouvait travailler, en tout cas vous en avez vu quelques logos. On est assez vite dans des problématiques de cycle de vente longs et complexes. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs mois dans le cycle de vente avec plusieurs décideurs. Et que dans ce cas-là, c'est difficile aussi pour les commerciaux ou le marketing de faire un peu à la main la prise de parole au bon moment avec les bonnes personnes, essayer de finalement généraliser une prise de parole pour faire en sorte que quand il y a une décision qui sera prise du côté de vos prospects, tout le monde soit suffisamment au courant. Et là, finalement, le marketing automation va pouvoir permettre de mieux gérer ces cycles de vente longs et complexes. On a la problématique des bases de contacts qui sont importantes mais qui sont parfois assez froides. Donc typiquement des entreprises qui ont 1000, 5000, 10 000, 20 000 contacts avec qui ils ont échangé par le passé, il y a quelques années, et pour lesquels il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de suivi ni commercial, ni marketing, il n'y a pas eu forcément de relance. Là, le marketing automation va permettre, encore une fois dans la logique aiguille dans la boîte de foin, de retrouver un petit peu qui sont ceux qui sont pas si froids que ça, mais dont on ne savait pas qu'il y avait potentiellement un intérêt. Bien souvent, le marketing et le commercial s'arrêtent dans pas mal d'entreprises à la première vente, donc il n'y a pas forcément de fidélisation, de renouvellement, de cross-sell, d'upsell. Là encore, on va avoir dans les mécaniques de marketing automation la possibilité de venir finalement prendre en charge ces zones-là de business pour apporter un petit peu plus soit d'activité commerciale, soit de business. Et puis il y a un peu l'héritage du passé. Au niveau marketing, je vois que Sylvain, tu rebondis là-dessus et tu rigoles là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on voit quand même très 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 souvent où il y a eu un peu des approches marketing, en tout cas le marketing digital est limité à de l'envoi de mail, un peu push et en tout cas un peu full base, c'est-à-dire sans différencier le message, en poussant plutôt des choses auto-centrées, donc des promos,
des news corporate, des news commerciales, des nouveaux produits qui pouvaient sortir, ou éventuellement des cas clients, mais en tout cas pas forcément quelque chose qui est de nature à vraiment intéresser, et donc avec une perte d'efficacité du canal email. Euh, Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous lancer un petit sondage de votre côté, comme ça vous allez pouvoir nous dire un petit peu. En fait, c'était intéressant pour nous de savoir un petit peu d'où vous partez sur les problématiques de marketing automation. Donc, je vous lance un sondage là qui doit s'afficher de votre côté, auquel vous allez pouvoir répondre. Donc, vous avez en gros quatre possibilités pour nous dire un petit peu de votre niveau en marketing automation. Donc, le niveau très 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 débutant, vous êtes là un peu pour savoir ce que c'est et ce qu'on peut en tirer. Le niveau, vous avez compris ce que c'était et et ce que vous allez pouvoir en faire, mais vous avez plutôt envie de savoir comment le mettre en œuvre, donc plutôt sur de la méthodologie. Vous êtes déjà lancé, mais vous avez des problématiques, donc ça bloque à un instant, à un endroit. Vous êtes assez pro là-dessus, évidemment, vous venez chercher plutôt des choses très pointues. Alors, je suis en train de regarder. Alors, 100%, vous avez tous voté. Donc, c'est parfait. On va pouvoir fermer le sondage et pouvoir vous afficher les résultats. Donc, on voit que, déjà, bravo, hein, vous êtes plus débutant. Vous n'êtes pas encore pro, donc heureusement, nous on a encore un petit peu notre place ici pour animer, donc parfait. Finalement, il y a un tiers des personnes qui bloquent plutôt sur la mise en œuvre, et puis d'autres personnes qui vont plutôt bloquer post-début de mise en œuvre, avec quelques petites galères. Donc merci pour ça. Logiquement, l'écran est revenu et puis nos trombines aussi. On va pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, c'est normal. Si vous ne savez pas comment le mettre en place ou si vous galérez, c'est normal parce que le marketing automation, bien souvent, en tout cas le projet de marketing automation dans pas mal d'entreprises, une fois qu'on y est confronté et qu'on a choisi d'y aller, voire où on a choisi déjà la solution technique, on ne sait pas trop forcément aller mettre en œuvre tout ça. Donc juste pour rappeler les deux trois basiques et on va passer rapidement là-dessus puisque il y a pas de débutants dans la salle. La classe est déjà une classe un petit peu d'experts. Le marketing automation pour nous c'est vraiment le chaînon manquant entre les activités marketing et les activités commerciales, plutôt piloté historiquement par le marketing, même si on y reviendra. C'est intéressant de mettre très très tôt autour de la table aussi les commerciaux, qui a en gros pour objectif de pouvoir qualifier grâce notamment à des contenus, mais pas que. Il y a aussi tous les éléments de fiches produits, d'éléments corporate qui sont là, mais quand même pas mal via du contenu, de qualifier une partie du trafic pour les transformer en leads et pour qualifier aussi une partie des leads qui peuvent arriver via d'autres canaux pour y voir un petit peu plus clair. La mécanique derrière, elle s'appuie sur 3-4 grandes choses. La première chose, c'est le scoring. Là, c'est ce que vous voyez sur cette partie de l'écran. C'est de dire, dans tous les leads que j'ai dans ma base, quels sont ceux qui sont les plus intéressants. Et que ça se soit fait avec des critères qui sont des critères classiques, hein, démographiques, de segmentation, mais aussi sur des critères de comportement. Parce qu'on sait, quand quelqu'un commence à ouvrir plus de mails, à consommer plus de contenu, à assister à des webinars, comme vous êtes en train de le faire, il y a finalement des points qu'on peut donner à ceux-là par rapport à ceux qui ne font pas toutes ces activités. Et puis il y a une notion de profiling qui est de dire comment est-ce que j'arrive sur la durée à avoir un petit peu plus d'informations sur mes contacts. Encore une fois, soit que ce soit du déclaratif, c'est-à-dire que je vais amener les personnes dans des formulaires à me donner plus d'informations sur la durée, pas en un seul coup, soit je vais regarder ce qu'elles regardent et ça va me donner des informations sur leur centre d'intérêt. Donc ça c'est vraiment la première brique. Là c'est plus de l'intelligence marketing sur du lead, c'est pas encore de l'automation. L'automation, elle va venir finalement quand on va mettre un petit peu à plat les différents moments où on pourrait prendre la parole en disant quels sont finalement les scénarios que je peux jouer, les campagnes que je peux jouer en fonction de là où en est mon interlocuteur, mon contact dans sa maturité et dans mon cycle de vente. Et donc là, ça donne des scénarios de campagne. Dans Marketo, c'est des choses qu'on va appeler des streams notamment, qui vont dire tiens, à partir du moment où tel lead qualifie à telle condition, soit il vient d'arriver, soit il vient de participer à quelque chose, soit j'ai vu qu'il était revenu plusieurs fois, il a vu tel type de page sur mon site, ou c'est moi qui ai injecté le contenu dans ma base parce que je l'ai eu sur un événement ou je l'ai acheté dans une base de données. Je vais jouer des scénarios, je vais envoyer un premier mail, je vais regarder ce qui se passe, s'il n'est pas ouvert, je vais envoyer d'autres choses, ainsi de suite, pour pouvoir déclencher ainsi des scénarios automatisés. C'est là où on va rentrer dans un côté où je suis pas au marketing en train de dire tiens de quoi je parle et j'envoie et puis après j'ai fini d'envoyer et je passe à autre chose, mais on va plutôt essayer d'investir des scénarios qui vont rester en place sur la durée et qui vont jouer automatiquement dès qu'un contact va qualifier un trigger, un déclencheur.
Et puis le dernier point du marketing automation, on le disait, c'est un chaînon manquant entre le marketing et le commercial. Donc il faut aussi qu'il y ait de la remontée côté commercial et toute la partie notamment sur la remontée côté CRM, qui est plutôt l'outil du commercial, avec vous le voyez ici des informations qui vont être liées aux fiches contacts et des actions qui vont pouvoir être affectées à un commercial en disant bah voilà, il y a telle personne qui a vu telle et telle information, on juge qu'il est suffisamment chaud pour toi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Appelle-le, vois-le en rendez-vous, propose-lui une discussion, envoie-lui un mail. Donc ça, c'est vraiment les grands basiques. Il y a évidemment plein d'autres choses qui sont intéressantes. On y reviendra un petit peu plus tard, surtout dans les questions, on essaiera d'approfondir, mais ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on voudrait faire. Quand on a dit ça, on a un peu clarifié les choses, mais ça reste quand même problématique dans la phase de mise en place. Et donc, et c'est là où je te passe la main, Sylvain, sur justement ces problématiques de dire on se retrouve un peu confronté à des fonctionnements, à des plannings qui peuvent être compliqués. Oui, effectivement. Dans l'ensemble des projets de marketing automation qu'on a fait, on peut se retrouver assez vite à devoir empiler pas mal de tâches, depuis le paramétrage du logiciel, l'intégration avec le CRM, la définition de la stratégie de segmentation, la mise en place du scoring, et on a déjà rencontré des sociétés qui se sont un peu épuisées sur ce type de planning, parce que les résultats peuvent tarder à venir, c'est-à-dire que là, voilà, il faut déjà attendre Q3 pour commencer à avoir du scoring, ce qui est très compliqué. En plus, là, on n'a que l'année 1. Donc, on peut imaginer que sur l'année 2, il y a encore plus. Ce qui est important, c'est donc, je crois que c'est la slide après. Non, c'est la slide un peu suivante, on revient en arrière, Guilhem. Nous, on a une bonne connaissance des différentes étapes par lesquelles vous passez et comment il faut les enchaîner. Avec un objectif qui est de tout de suite déclencher des campagnes pour apprendre de vos prospects, de vos clients et avoir le ROI le plus rapide possible. Donc voilà. Ce qui est intéressant, effectivement, alors ça, ce qu'on vous montre, c'est en gros, c'est un planning qu'il ne faut pas faire. Hein. Qu'on soit d'accord. On vous montre un petit peu ça, c'est souvent ce genre de planning assez, d'ailleurs, assez classique, un peu waterfall, donc un peu les plannings par étapes. J'attends d'avoir fini l'étape avant de commencer la suivante. Le premier apprentissage, et c'est de ça dont on va parler, c'est que si on regarde un petit peu, et je pense que Sylvain, tu vas pouvoir donner quelques exemples là-dessus. Pourquoi est-ce qu'un projet plante? C'est que souvent, on n'est pas assez agile pour très vite avoir des premiers résultats, et on reviendra sur cette notion d'agilité. Mais Sylvain, tu voulais un peu, pour avoir vu beaucoup de projets de marketing automation, tu voulais un peu nous faire la liste, alors pas l'après-vert, mais en tout cas les principaux points d'achoppement d'un projet. Ouais. Alors, le premier point, c'est un problème de timing, c'est de faire comme on faisait sur c'est de croire qu'un projet de marketing automation, c'est comme un projet CRM, c'est un projet informatique, et on va passer par une étape de workshop métier, de spécification, de rédaction des specs techniques, des UAT, un projet faire l'intégration, et ensuite on va faire du marketing. En fait, pas du tout. Il faut imaginer qu'un projet de marketing automation, c'est un projet essentiellement de formation des équipes marketing et de change management. Donc normalement, l'aspect IT est très limité. Et donc, la première erreur, c'est d'avoir assez souvent, malheureusement, un projet de marketing automation piloté par l'IT, et donc qui a tendance à faire un planning, comme on vient de voir, ou un grand cycle en V, alors qu'il faut plutôt adopter une méthode agile sur ce type de projet. Alors, équipe mal dimensionnée, il y a beaucoup de sociétés qui se lancent en se disant, alors, malheureusement, ça vient souvent d'un coup de pression de la direction qui dit, bon, je ne sais pas comment vous débrouillez, mais dans 6 mois, on est digital au marketing. Donc là, souvent, c'est le stress. On se dit, qu'est-ce que ça veut dire être digital? On cherche un peu partout. On finit par tomber sur le marketing automation, et on se dit, ah bah au moins ça, je connais, le marketing automation, je vais négocier avec des éditeurs, je vais faire un appel d'offres, je vais avoir quelque chose de concret à montrer, donc ça va être très bien. Malheureusement, il y a des impacts organisationnels assez importants pour réussir une stratégie de marketing automation. Il faut notamment avoir, il n'y a pas de secret, des gens dédiés à faire du marketing opérationnel. Tous les jours, il faut avoir quelqu'un ou une équipe qui va non seulement faire les campagnes opérationnelles, mais aussi d'autres profils qui vont, eux, s'occuper du contenu. Et ça, Guilhem va en parler juste après.
Donc c'est une erreur de croire qu'on peut démarrer du marketing automation sans équipe, tout seul, et que ça va bien se passer. Alors les bonnes pratiques, nous on arrive souvent sur des projets qui ont été déployés depuis 1 an, 2 ans, où le client malheureusement a pas forcément eu la chance d'être accompagné au départ. Et quand on regarde sous le capot, en fait, les bonnes pratiques qu'on doit mettre en place dès le début pour, par exemple, traquer l'acquisition des leads, pour faire un bon scoring, pour faire avancer les leads tout au long du pipe de la bonne manière, les process de transmission vers les ventes n'ont pas été mis en place. Et donc, il y a une grande déception qui naît assez vite, un sentiment que c'est complexe, ça marche pas, on comprend rien. Et souvent, c'est parce que juste on n'a pas mis les bonnes règles en place dès le départ. Next. Ce point, effectivement, c'est le point qui me revient parce que c'est vrai que le contenu est un focus sur lequel on est assez présent. On constate aussi pas mal de projets qui démarrent où effectivement on a la phase plutôt informatique, puis la phase plutôt marketing, mais sur une approche très lead generation, très prise de parole, très push, et où finalement au bout de quelques mois on se dit on n'a plus grand chose à dire, donc on va repousser des infos corporate, des news plutôt auto-centrées, de la promo, de la news produit, et on se rend compte qu'en fait on n'a pas du tout réfléchi, ou on a un peu trop décalé dans le temps la réflexion sur qu'est-ce que je veux vraiment dire à mes prospects, et en fonction de mes différents prospects, quel est le discours que je veux leur tenir spécifiquement. Et donc on se retrouve avec finalement pas assez de contenu, ou pas assez de contenu intéressant à mettre dans la machine à marketing automation. Et puis il y a d'autres écoles, mais principalement ça c'est un peu ce qu'on découvre. Et puis juste pour rebondir sur l'équipe mal dimensionnée, c'est pas qu'une question de nombre aussi, il y a une question de diversité de profils, et que bien souvent le projet de marketing automation est un projet 100% marketing et pas commercial, et on insiste vraiment là-dessus. On va perdre une grosse partie de l'efficacité des mécaniques derrière si on n'arrive pas dès le début à impliquer à minima un directeur commercial ou un commercial, et au mieux l'intégralité de l'équipe commerciale, parce que c'est la réussite, elle se fera à deux. Et si le marketing finalement met tout en place, mais que c'est décorrélé vraiment du cycle de vente ou de la façon de fonctionner des commerciaux, il y aura un peu un rejet. Les commerciaux ne sont pas les profils les plus ouverts au changement non plus dans une entreprise, et notamment au changement digital. Donc il y a dès le début besoin de les impliquer pour les embarquer. Alors du coup, on a montré un petit peu ce qu'il fallait pas faire, et là, Sylvain, tu voulais montrer toi quelle était un peu l'évolution classique dans les âges, dans les grands âges de la vie du marketing dans une entreprise. Oui, donc quand on commence son voyage dans le monde merveilleux du marketing automation, on va passer par 4 grandes phases. C'est ce qu'on a constaté pour les entreprises qui ont progressé. 4 grandes phases qui vont vous permettre d'avoir le ROI promis par notamment les éditeurs en termes de marketing automation, qui est généralement de faire x10 sur son efficacité marketing. Et alors avec Guilhem, on a eu un débat, est-ce qu'on a un discours de vérité ou pas, et est-ce qu'on dit des choses qui peuvent être un peu pénibles à entendre parfois, mais j'ai jamais vu une société qui atteignait ce ROI full avant 2 ans, pour être tout à fait franc. Il y a 4 grandes phases qu'on va traverser. La première, quand vous démarrez sur le marketing automation, vous, généralement, automatisez ce que vous faisiez déjà. Donc, vous faisiez des push mails. Je mets mes push mails dans la solution de marketing automation. Je faisais des événements, je mets mes événements dans le marketing automation. Et déjà, ça vous fait gagner, normalement, un temps considérable en termes d'efficacité, puisque vous arrêtez de sortir des données sous forme de fichiers plats, de les croiser dans Excel et ensuite de les réinjecter. Vous commencez à accumuler de la donnée sur vos clients, sur vos prospects, parce que vous allez écouter ce qui se passe en termes de parcours digital, en termes d'ouverture des emails, en termes de participation aux événements. Donc, on va commencer à accumuler un peu de la donnée. Et vous allez commencer à appréhender la capacité à faire de ce qu'on appelle des assets, des emails, des landing pages de façon moderne, peut-être en interne et non plus en passant par une agence. Cette phase-là, elle permet de se rassurer. Et quand au bout de 6 mois, généralement, vous sortez de cette phase et vous dites, bon, c'est très bien les push email. Par contre, ça coûte un peu cher ces grandes solutions pour juste faire ça. J'aimerais bien générer de la demande. Donc, c'est là où vous allez commencer à vous interroger sur le sujet contenu. Alors, il vaut mieux s'être interrogé sur le sujet contenu avant
6 mois avant pour que le contenu soit prêt au moment où vous abordez cette phase de maturité. Donc là, vous allez généralement donner plus la main à vos utilisateurs pour créer des contenus, créer des assets, gérer les campagnes. On va à ce moment-là généralement intégrer la solution de marketing automation avec le CRM, l'outil des ventes, afin de pouvoir leur pousser des leads chauds pertinents avec toutes les informations nécessaires à la prise de contact, mais aussi récupérer tout ce qu'eux mettent à jour dans la base en termes d'informations clients. On met en place le scoring, le prospect. Généralement, cette phase, donc dans la phase précédente, il ne faut pas se leurrer, il faut avoir des ressources qui font du marketing opérationnel. Généralement, à cette phase, il faut commencer à s'interroger sur son lien avec les forces de vente, et c'est généralement là qu'on voit apparaître une équipe qu'on appelle l'inside sales, c'est-à-dire des personnes qui sont à mi-chemin entre le marketing et les ventes, qui vont récupérer les leads chauds qui arrivent de la solution de marketing automation, les qualifier, les enrichir, parce qu'il y a pas mal de faux leads chauds qui vont être remontés par le marketing automation, et qui vont les assigner au commerce. Alors le marketing intégré, là, au bout d'un an, généralement, on commence à avoir pas mal de données pour avoir des débuts de calcul de ROI en temps réel de chaque campagne. On va passer sur des techniques de nurturing, c'est-à-dire qu'on va définir des scénarios d'engagement pour chacun des cas, chacun des typologies de clients qu'on a, et en fonction des événements qu'on croise. Tiens, si je fais ce webinaire, qu'est-ce que j'aimerais raconter comme histoire juste après? Si je rebondis sur, je sais pas, tel événement d'actualité, quel est l'irritant de mon client qui fait que j'ai envie de lui raconter quelque chose qui va l'intéresser et l'amener progressivement à mon offre. Voilà, donc on va sortir des campagnes qui sont assez dissociées pour chaîner tout un scénario qui va accompagner le client dans sa montée, dans sa prise de connaissance de ce que vous faites. On va encore aligner le marketing des ventes, et généralement on va intégrer une solution de marketing automation avec une solution de webinaire comme aujourd'hui, avec éventuellement un data warehouse, et ainsi de suite. Et le marketing revenu, c'est vraiment la... Pardon, Guillaume ? Un outil de surveille, parce que là on va pouvoir commencer à vouloir récupérer aussi la donnée de satisfaction sur toute la suite du cycle de vente. Exactement. Et le but ultime, c'est vraiment d'avoir ce marketing de revenus, c'est-à-dire avoir un marketing qui est drivé uniquement par la data, savoir précisément ce qu'a rapporté chacune des campagnes, chacun des contenus que vous avez poussés, être capable en temps réel de très très vite changer tel contenu par tel autre si on voit que ce contenu ne fonctionne pas, arrêter une campagne. Et donc là, généralement, ce qui est difficile à cette phase, c'est d'arrêter des choses qu'on fait depuis longtemps en s'apercevant que les résultats ne sont pas là. Ah oui, mais moi, ça fait 3 ans que je fais cette newsletter, je t'assure, c'est important. Oui, mais regarde, personne ne la lit, il n'y a pas d'engagement, t'abîmes ta marque. Donc, le plus dur à cette phase, c'est d'arrêter les choses qui ne marchent pas et de mettre le budget vraiment sur ce qui marche. Alors, on a une question de Stéphanie qui nous dit, parce qu'elle a bien regardé en haut du slide x10, et ça lui semble énorme, et sur quels critères est-ce qu'on peut se baser pour dire on va faire x10 sur l'efficacité marketing? Alors, c'est une stat mondiale qui a été calculée par Marketo il y a 2 ans sur l'ensemble de ses clients, au début, généralement, quand on fait du marketing traditionnel, on achète des bases, on a des leads qui viennent beaucoup des ventes, et on a regardé le ratio entre le nombre de ventes qu'on arrive à faire par rapport au nombre de leads qu'il faut toucher au départ. Et donc, on est dans un ratio de 210 à 1. Il faut engager au marketing 210 leads connus qu'on n'a pas encore touchés pour avoir à terme une vente. Et à la fin, on est passé sur un autre type de marketing, vous l'avez bien compris, on fait venir à nous plutôt les gens, on a aligné nos ventes et nos marketing, on a augmenté le taux de conversion à chaque étape, et donc il faut n'engager au début du pipe que 20 leads pour à la fin avoir une vente. Encore une fois, avec Guilhem, on a un langage de vérité, donc on ne va pas vous masquer que ça se fait pas en un claquement de doigts, qu'il y a tout un tas de prérequis à mettre. Mais si on arrive à faire toute cette phase, et j'ai parmi mes clients des sociétés qui en sont là. J'ai fait un café croissant Marketo, c'est l'événement que je fais tous les 2 mois, qui était spécialement centré sur le calcul de ROI en temps réel des campagnes marketing. Et par exemple, chez Kaspersky, il y a bien ces dashboards de ROI en temps réel des campagnes, c'est assez magique. Bon, alors voilà, j'en ai pas beaucoup, les clients qui en sont là, mais certains y arrivent.
Justement, en parlant de clients, on voulait vous présenter alors très brièvement parce que le but du jeu c'est pas là de faire un cas étendu, mais c'est pour vous montrer aussi comment ça peut prendre vie dans des secteurs très différents. Donc on voulait vous parler d'un client sur lequel on a travaillé avec Sylvain tous les deux. Donc avec la mise en place de Marketo d'un côté et des premières campagnes, et puis la création de contenu et la mise en place d'une stratégie d'engagement auprès d'une cible. Donc on voulait vous parler de Comap. Alors c'est une boîte qui est pas très loin de chez nous. Nous, on est basé à Lyon. C'est une boîte qui a son siège à Lyon, qui est une boîte européenne, qui est assez importante dans le domaine de la plomberie. Donc eux, ils sont fabricants de matériel de plomberie et de chauffage pour le bâtiment. Et en fait, ils vendent via des distributeurs. Donc en gros, les plombiers qui sont leurs utilisateurs finaux vont dans des magasins acheter les produits ou acheter ceux de la concurrence. Et donc il y avait historiquement pas de prise de parole et encore moins de prise de parole digitale auprès des clients finaux de Comap. Et la volonté, c'était justement de recréer du lien et puis d'être en capacité de gagner de l'intelligence, donc de récupérer de la data, de constituer une liste. Ils n'avaient pas de liste de plombiers dans leur base de données, et puis de pouvoir derrière mettre en place tout un tas de mécaniques pour pouvoir faire de la génération de trafic en magasin, pouvoir faire de l'animation des ventes, de pouvoir faire du targeting sur certaines gammes de produits pour pouvoir savoir quel type de plombier était plus à même de parler maison connectée, économie d'énergie, facilité de montage, développement aussi de leurs entreprises, puisqu'il y en a certains qui sont très solo dans leur façon de fonctionner, très encore artisans individuels, et d'autres qui sont plutôt en structuration des entreprises, et ça c'est des entreprises qui pouvaient intéresser plus prioritairement une entreprise comme Comat. Et donc on a fait en parallèle sur 4-5 mois, on a fait le lancement de cette partie-là avec à la fois une création d'un magazine dédié aux plombiers avec tout un tas de contenus différents. Donc il y a de la vidéo, des infographies, des choses à télécharger, des conseils, du live, des choses voilà, qui vont parler aux plombiers et qui vont vivre aussi sur les réseaux sociaux. Et puis derrière, une analyse, un tracking de tout ça et des campagnes automatisées derrière en fonction de par où les contacts vont rentrer, ce qu'ils ont regardé et comment est-ce qu'on peut les amener à finalement s'engager un peu plus auprès de la marque et aller vouloir réclamer les produits dans le point de vente où ils vont le chercher. Tu veux dire un mot pour compléter, Sylvain? Oui, donc nous, au Comap, on les a effectivement, on les a pris à un moment donné où ils étaient plutôt en début de phase de courbe de maturité. Et ce qui est intéressant chez Comap, c'est qu'on les a accompagnés, on a fait leur campagne avec eux vraiment dans un but de les rendre autonomes. Donc aujourd'hui, alors c'est triste pour moi, mais on n'accompagne plus Comap, on a respecté notre promesse qui était de les accompagner suffisamment longtemps pour que donc on a tenu le vélo, on a enlevé les roulettes et puis à un moment donné ils ont réussi à partir tout seuls. Donc ils font de temps en temps appel à nous pour progresser sur certains points très 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 pointus. Mais on a fait ensemble au départ. Enfin, on leur a fait faire pardon leur newsletter, leurs assets. On a mis en place le scoring, le lead lifecycle, enfin que des mots barbares du marketing automation. Et notre objectif ensemble, c'était vraiment de les rendre autonomes et cet objectif a été atteint. Voilà. Alors juste, je vois qu'on a une question qui est arrivée sur les outils pour dire, on parle beaucoup de Marketo. Effectivement, là, on était plutôt dans un cadre tourné vers cet outil-là. Il y a effectivement plein d'autres outils performants. On y reviendra juste après. Donc on traitera ce point-là. Continuez à tous poser vos questions hein, quand elles arrivent. Soit on les traite à la volée avec Sylvain, soit on les traitera à la fin. Donc partant de là, on voulait vous donner une sorte de petite roadmap pour vous donner les clés finalement de la réussite là-dessus. Pour nous, il y a trois ingrédients qui sont importants, euh, qui sont d'abord de se mettre dans une logique d'inbound, c'est-à-dire de créer des contenus pour attirer de nouveaux contacts, de prendre la parole de manière un peu intelligente autour de ces problématiques, et qui va permettre derrière de se basculer dans une logique où je ne suis pas toujours en chasse de leads qui n'ont pas forcément demandé à me parler, mais plutôt on a réussi à retourner ça. Le deuxième point, c'est effectivement de se mettre dans une logique d'automation, parce que on va pas pouvoir, notamment si on commence à faire rentrer plus de leads, on va pas pouvoir tous les traiter à la main. Donc on est obligé d'avoir un traitement semi automatisé ou semi-industrialisé pour aller plus vite. Et puis le dernier point, c'est de surtout pas oublier le côté outbound, parce que la prospection reste toujours efficace. Et justement, le marketing automation va permettre, on le verra un petit peu plus loin, de finalement de venir optimiser le retour sur investissement des campagnes de prospection. Donc Ouais. ça, Et juste un point, c'était juste un peu un, les. Vas-y.
Juste un point, Guilhem, excuse-moi. Oui, nous, notre conviction avec Guilhem, c'est vraiment qu'il faut associer inbound et outbound. Donc, pas que de l'inbound, pas que de l'outbound. Pourquoi? Les résultats dans le temps des deux stratégies vont être très différents. C'est-à-dire que l'inbound va commencer assez lentement, mais par contre, c'est très vertueux, c'est un cycle auto-entretenu. Donc, quand ça va commencer, ça va être plutôt une courbe exponentielle qui va à terme, réussir à s'auto-entretenir. Alors que la stratégie outbound, celle que vous connaissez depuis sûrement très longtemps, c'est plutôt quelque chose en vague. Je lance une campagne, j'ai mes résultats, et puis très vite, ça s'essouffle, même si on essaie de prolonger dans le temps, et je relance une campagne. Donc l'inbound, c'est très bien comme stratégie de fond pour préparer le futur. L'outbound, c'est très bien pour tenir les échéances de chiffres du trimestre. Parce que malheureusement, avec l'inbound, on n'aura pas forcément la pédale de frein ou la pédale d'accélérateur très, très fine. Donc partant de là, ça c'est un peu les choses à avoir en toile de fond. On a essayé de lister quels étaient les grands chantiers, les grands travaux. Donc on est arrivé à 8 travaux, il y en a qui vont relativement vite, mais l'idée c'était pour vous de vous donner un peu une façon déjà, si vous êtes engagé dans le processus, de pouvoir vous dire est-ce que j'ai pas sauté des étapes ou est-ce que j'ai anticipé certaines étapes parce qu'elles vont arriver, il faudrait peut-être déjà que je les commence. Et puis pour ceux qui sont pas encore partis, d'essayer de ne pas perdre de temps sur des choses qui sont pas forcément prioritaires. Donc en plus on a essayé de vous les donner à peu près dans l'ordre dans lesquels il faut les initier. Le premier point, c'est effectivement de réfléchir à sa stratégie. C'est important de prendre au moins quelques heures de réflexion, quelques jours, pour se dire quelle est ma feuille de route, où est-ce que je veux aller, quels sont mes vrais objectifs, et de ne pas avoir une liste à l'après-vert avec 500 objectifs que je vais essayer de suivre en même temps, et d'essayer d'être vraiment dans une forme de priorisation. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les personas, c'est de vraiment se poser la question de à qui je parle. Et de ne pas considérer que tous vos contacts sont finalement des contacts et je vais les prospecter, je vais leur dire à peu près tous la même chose, mais bien de prendre en considération un peu leur spécificité et surtout de vous demander qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter qui va les intéresser et pas qu'est-ce que moi j'ai envie de leur raconter. Ça c'est vraiment une grosse différence et bien souvent on se rend compte que chez les entreprises qui ont un peu sauté ces deux étapes, et quand on met un peu le nez dans ce qui a été produit, que ce soit contenu, campagne, façon de parler, ben on voit que finalement il y a peu d'accroche, il y a peu finalement d'engagement, parce que finalement on raconte des trucs qui n'intéressent personne, quoi. Parler de soi en général, ça c'est pas quelque chose qui va intéresser. Alors partant de là, derrière, il y a une étape qui est importante, qui est de se dire comment est organisé mon cycle commercial. Quelles sont les grandes étapes du cycle commercial, les points de contact entre l'entreprise, que ce soit côté marketing, côté commercial, côté support, côté après-vente, ce qu'on appelle aujourd'hui le success, le customer success, de se dire quels sont les différents points de contact et où j'ai des zones d'amélioration. Où est-ce que j'ai des trous dans la raquette où finalement j'ai des contacts qui arrivent par là ou qui arrivent dans tel endroit et puis il se passe plus grand chose et comment est-ce que je vais pouvoir y aller. Et puis il y a toute toute la partie contenu qui est un peu la somme de tout ça, c'est-à-dire par rapport à mes objectifs, par rapport à qui je m'adresse et par rapport à au découpage de mon cycle de vente, quels sont les différents types de contenus pertinents en lien avec ce que je veux faire, qui vont pouvoir venir apporter des choses intéressantes. Donc ça c'est la première grande partie de réflexion, et puis après on va passer dans une partie finalement de lancement de projet et d'organisation. Oui. Donc, définir une organisation qui permet de tenir sur la durée la production de contenu et les campagnes marketing, c'est assez clé. Sachant que, comme l'a dit Guilhem, les deux types de personnes sont vraiment très différentes. Enfin, c'est pas du tout les mêmes compétences. Donc, faut pas hésiter vraiment à dédier du temps sur les gens qui vont faire le marketing opérationnel. C'est pas parce qu'on a une solution de marketing automation que soudain tout va aller très vite. Ce qui va se passer assez vite, c'est que en fait, effectivement, sur une campagne, vous allez aller beaucoup plus vite, mais très vite, vous allez faire beaucoup plus de campagnes sur beaucoup plus de cibles. C'est-à-dire, moi, je faisais que du marketing prospect parce que vraiment, rien que faire ça, j'étais de faire mon événement tous les 3 mois et un push d'offres de temps en temps, ça m'épuisait. Mais avec une solution de marketing automation, je gagne beaucoup de temps. Tiens, je vais commencer le marketing client et puis en plus, je vais essayer de faire un webinaire en plus. Donc à la fin, on s'auto-alimente assez vite. Alors le change management, non seulement aligner évidemment les équipes marketing et vente, donc ça se fait en impliquant dès le début du projet
les ventes en leur expliquant ce qui va changer dans leur vie très rapidement, enfin très rapidement, une fois que les leads vont arriver, et en les impliquant sur la définition du lead lifecycle que Guilhem mentionnait juste au-dessus et de la méthodologie de scoring. Nous, dans nos projets, on amène les représentants des sales dans ces types de workshops et ils sont vraiment très, très intéressés. On se rend compte qu'assez souvent, les attentes des uns et des autres sont à peu près les mêmes et on pense toujours que c'est l'autre qui va faire le truc. En fait, non. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'une solution de marketing automation, ça permet d'automatiser tout un tas de choses qu'on n'a pas le temps de faire. Mais c'est aussi le change management entre, par exemple, l'entité groupe et les filiales. La clé de succès d'une solution d'un projet de marketing automation, c'est effectivement que toutes les entités qui doivent faire du marketing fassent effectivement le marketing. Alors c'est simple, c'est simple. Quand on est une société comme Sunse de 50 personnes, c'est pas trop compliqué. Quand on s'appelle, je sais pas, Schneider Electric et qu'on a des entités partout dans le monde et qu'il faut s'assurer que la personne à Taïwan fait effectivement son marketing avec la solution, c'est une autre paire de manches. Donc ça aussi, ça se prépare dès le début. Et là, la clé, c'est de former des gens en langue locale. Alors, la mise en place de la solution de marketing automation, évidemment, c'est comme tout, faut pas louper les bonnes pratiques dès le départ, faut mettre en place tout ce qu'il faut. Et je peux parler en connaissance de cause parce que j'ai monté ma propre solution sans me faire accompagner et j'ai moi-même fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire, donc que j'ai récupérées au fil du temps. Donc là, vraiment la recommandation, c'est de se faire accompagner même un tout petit peu. Et enfin, c'est dans l'exécution, avoir la maîtrise, avoir les compétences en interne qui permettent d'exploiter correctement tout ça. Et encore une fois, il y a pas mal de compétences à aligner entre des compétences pour faire du HTML, des compétences d'intégration et surtout des gens qui sont très rigoureux dans l'exécution des campagnes. Ici, effectivement, alors moi j'ai fait beaucoup de projets de CRM dans ma vie, donc quand on rate quelque chose sur un projet de CRM, bon, ça impacte la population des ventes. Ils sont pas très contents, mais ça reste en interne. Quand on loupe quelque chose sur une solution de marketing automation, c'est la terre entière qui le voit. Donc, si vous avez le malheur d'arroser avec un email toute votre base, vous allez avoir des retours assez sympas. À garder de ça un peu en résumé, donc là on vous a donné un peu les 8 grands chantiers. Il faut à minima que vous repreniez, vous aurez les slides, donc vous pourrez reprendre ça et vous posez juste la question de dire est-ce que ça, je me suis posé les bons jalons et j'ai regardé si j'étais pas en train de dévier sur telle ou telle partie, parce que vous le paierez à un moment si vous n'avez pas, c'est pas forcément long, mais si vous n'êtes pas forcément posé les bonnes questions. Il y a deux choses pour nous quand on regarde vraiment ce qui fait qu'un projet part sur de bonnes bases. La première chose, c'est d'être dans une approche test and learn. C'est de se dire, je vais pas le mettre en place dans toute mon entreprise, sur toutes les choses qui existent. Je vais plutôt me mettre dans un projet agile et je vais y aller progressivement. Je vais mettre en place les choses. Je vais commencer très vite avec une première campagne sur une petite partie de ma base et pour pouvoir itérer et pas attendre que tout soit parfait sur tous les volets du marketing automation, parce que sinon on démarre jamais et on n'apprendra pas assez vite. Le deuxième point, c'est ce fameux quick win. Euh, c'est important aussi, si on se dit, tiens, je vais faire une première campagne très rapidement, de bien choisir cette première campagne, parce qu'en fait, c'est elle qui va donner un peu le tempo derrière et la façon de tous les publics en interne de se dire, bah ouais, en fait, ça marche et on peut y aller. Donc c'est intéressant, notamment au moment de la réflexion sur le lead cycle, de se dire, où est-ce qu'aujourd'hui j'ai un trou dans ma raquette que je pourrais finalement assez facilement résoudre en mettant en place une petite campagne sympa avec quelques contenus, quelques mails, et qui va faire que je laisse pas mourir des contacts qui étaient pourtant chauds dans un certain temps, ou je laisse pas mourir des opportunités parce que j'ai une grosse base et qu'il faudrait que je puisse la réchauffer. D'ailleurs, c'est une question, Guilhem, qui a été posée au début. Peut-on assigner au marketing automation un objectif de qualification d'une base de mauvaise qualité ou faut-il avoir une base super bien qualifiée pour commencer? Ouais, c'est effectivement, il y a deux façons de faire. Effectivement, pour ça, c'est soit on a une très mauvaise base et on a un risque de se faire un peu blacklister parce qu'on va shooter des mails à des gens, soit qui vont vous mettre beaucoup en spam, soit dont les adresses n'existent plus. Et là, a priori, avant de rentrer ces adresses-là dans l'outil de marketing automation et de vraiment faire tourner les choses, il y a d'autres systèmes qui permettent de cleaner et parfois des coûts un peu moins importants en termes de nombre de contacts, de cleaner des bases.
Il y a aussi des services qui vont venir dire, bah non, cet email n'existe plus, ou ça, n'essaye pas de le taper. Ou là, on a une grosse perception qu'il y a un risque que cette adresse-là soit pas bonne. Et donc, ça va vous injecter cette base-là et vous récupérer une base plus petite, mais qui est un peu plus qualitative. Et là, vous pouvez la rentrer dans le marketing automation. Après, si on est sur une base intermédiaire, on n'est pas très sûr de la qualité, pour autant, c'est pas une base complètement dégueulasse qui a été constituée, scrappée, volée. Là-dessus, on se dit, il y a quand même un premier lien avec l'entreprise. Là, on peut le laisser dans l'outil de marketing automation avec des campagnes qui vont avoir pour but de sortir des gens, soit qui sont pas réactifs, soit qui sont pas intéressés, soit qui n'existent plus. Et ensuite, on aura vraiment un bon capital sur la base. Quoi qu'il en soit, c'est une question effectivement qu'il faut se poser. On avait la question tout à l'heure des outils. Sylvain, alors je sais que vous en avez testé beaucoup, vous connaissez pas mal de solutions, vous accompagnez souvent sur Marketo, mais pas seulement non plus, vous avez des clients qui bossent sur d'autres solutions. Nous aussi, on a plutôt de notre côté une approche agnostique. C'est Là aussi, c'est un peu le labyrinthe, hein. Pour s'y retrouver, il y a beaucoup de solutions. Tu voulais juste en dire un petit mot. Ouais, on a décidé avec Guylaine de ne pas vous mettre des screenshots des différentes fonctionnalités des solutions parce que ça apportait pas grand-chose. Je pense que les concepts que Guylaine a présentés au début étaient suffisants. Euh, En fait, les solutions, en fonction de votre besoin, vous trouverez la bonne solution. Ce qui est important, je pense, c'est une fois que vous avez défini vos objectifs stratégiques au départ, et de là où vous voulez aller en termes de stratégie, soit c'est une stratégie assez court terme, je veux réactiver une base, j'ai pas des objectifs de, j'ai pas des objectifs de, comment dire, de très pointus, très élevés en termes de marketing automation, donc je vais démarrer tranquillement et puis on verra après. Effectivement, vous n'allez pas forcément vous orienter sur une solution, les solutions les plus complètes et donc les plus chères du marché, comme Eloqua, comme Marketo. Ou alors vous avez une visée assez long terme. Vous êtes vraiment dans une phase de transformation de votre marketing pour aller vers un mix inbound, outbound, avec toutes les fonctionnalités, enfin tous les mots-clés qu'on entend qui sont je veux aller vers le account-based marketing, je veux faire de la personnalisation en temps réel, je veux faire voilà, toutes ces choses qui brillent un peu et honnêtement que vous ne pourrez pas faire de toute façon avant 2 ans. Et là, c'est intéressant de regarder les solutions les plus complexes parce que c'est quand même très coûteux de démarrer avec une solution et de faire une migration au bout d'un an et de refaire une migration au bout d'un an. J'en ai fait, je peux vous dire qu'on perd beaucoup de données dans le processus, ça se fait. Malheureusement, la donnée étant le carburant de tout ça, si on perd la donnée, à chaque fois, on a vraiment un gros trou dans la performance. Donc c'est un petit peu dommage de subir ça. Donc encore une fois, vraiment la clé, c'est quelle est votre stratégie marketing à long terme. Vous aurez aussi dans les slides, là vous pourrez regarder, on vous mettra le lien, il y a un site qui s'appelle J2 Crowd, qui est un site de comparaison de logiciels et qui fait, comme je vous le montrais juste avant, beaucoup de choses sur la comparaison de fonctionnalités, sur des classements et sur lequel il y a aussi beaucoup de ce qu'ils appellent les reviews, donc les avis utilisateurs, donc c'est intéressant. Là aussi c'est des choses sur lesquelles vous pouvez être accompagné sur le choix de la solution parce qu'il est quand même assez important. Ouais, juste un Euh, point sur G2 Crowd, parce que d'habitude, il y a le Gartner qui est fait par des experts, des spécialistes. G2 Crowd, c'est vraiment basé sur les revues, et donc ça a tendance à favoriser les logiciels qui ont le plus de users en fait. Attention, il y a ce petit biais-là. Donc forcément, ça a tendance à favoriser plutôt les logiciels SMB, parce que c'est ceux-là qui sont les plus vendus et qui ont le plus d'utilisateurs à travers le monde. Juste un petit point. Ouais, c'est jamais une seule, il faut jamais avoir une seule source d'information. Puis évidemment, après, à vous de challenger aussi les éditeurs voilà, pour leur rentrer un peu dans le lard pour comprendre ce qu'ils ont ce qu'ils ont dans le ventre. On voulait terminer en vous donnant deux, trois petites infos sur comment est-ce que nous, on prend en main des projets. Il y a plein de façons pour nous d'interagir, mais on est quand même arrivé à mettre au point une petite méthode qui est assez intéressante et qui est vraiment dans l'approche marketing automation made simple, donc rendu simple, surtout du point de vue du pilotage, de la priorisation, et puis derrière de l'opération, de la gestion opérationnelle, que ce soit sur la partie outils, donc savoir utiliser l'outil, faire partir les bonnes campagnes, faire la segmentation, faire le reporting, faire en sorte que ça vive aussi avec votre écosystème derrière d'outils déjà en place dans vos entreprises, et puis aussi sur l'animation marketing, de se dire qu'est-ce que je raconte, quel contenu je peux pousser, qu'est-ce que je vais raconter.
Donc ça, Sylvain, tu veux peut-être dire un petit mot sur ce qu'on a mis au point. Alors on l'a fait de manière assez classique avec différents niveaux d'engagement, mais en gros la grosse approche c'est de dire on fait de l'inbound, de l'outbound et de l'automation et on couple tout ça dans une seule offre avec des interlocuteurs qui sont là pour piloter le projet. Oui, avec un objectif pour nous qui était important avec Guilhem, c'est de vous simplifier la vie. C'est-à-dire on va externaliser pour vous un maximum de choses. Donc l'idée c'est que vous pilotez et nous on fait soit la stratégie de contenu et le contenu, soit les OP marketing, mais avec une garantie de qualité des deux côtés, puisque on a choisi on a choisi cet axe-là. Donc soit vous êtes dans une stratégie euh, où vous savez pas trop comment démarrer le marketing automation, vous n'avez pas forcément envie d'embaucher l'équipe du marketing opérationnel, un community manager, un rédacteur pour faire ça. Et vous aimeriez tester l'approche avec un budget maîtrisé pendant 6 mois, 1 an, pour éventuellement ensuite internaliser tout ça chez vous une fois que vous aurez les équipes, les processus et que vous aurez vu que ça marche. Ça peut être un premier cas. Ou alors vous êtes, certains d'entre vous ont commencé le projet de marketing automation et peuvent peiner. Généralement, quand on peine, il y a deux grandes sources, comme disait Guilhem, soit vous peinez parce que vous n'arrivez pas à enchaîner facilement les campagnes. Malheureusement, c'est assez souvent. On forme des gens au début du projet, ces gens partent, d'autres arrivent, ne sont pas formés, et donc c'est là où la spirale infernale commence. Des gens non formés prennent la main sur la plateforme, commencent à faire des choses qu'il ne faut pas, et ça part en vrille. Ou alors, vous êtes dans le deuxième niveau de maturité, vous avez automatisé tout ce que vous pouviez automatiser, et là, vous êtes un peu la tête contre le mur à vous demander, mais qu'est-ce que je pousse? Il manque du contenu, j'arrive pas à en produire. J'ai demandé à mes salariés, ils sont méchants, ils veulent pas en produire, personne ne veut m'aider, et donc là, c'est la galère, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Donc, cette offre peut aussi vous aider dans ce cas-là. Et le troisième cas auquel on a pensé, ça nous est arrivé très récemment, plutôt dans un grand compte qui est déjà équipé en marketing automation, mais qui souhaite aider certaines filiales, certaines entités qui ne sont pas dans le projet corp, on va dire, et qui souhaitaient démarrer une stratégie de marketing automation rapidement, avant la date prévue officiellement par le groupe, et donc qu'on souhaitait nous sous-traiter, nous externaliser chez nous toutes ces stratégies avant de réintégrer le vaisseau amiral dans 1 an ou 2. Voilà. Effectivement, tu as revu un peu les choses. Il y a aussi après une notion de compétence et effectivement de capacité à aller vite dans la mise en œuvre. Parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de petites choses différentes et que bien souvent, côté entreprise, on peut avoir quelqu'un qui l'a peut-être déjà fait une fois dans un job précédent, mais comme c'est quelque chose quand même relativement simple, il y a aussi le fait de se faire accompagner, d'aller chercher des personnes qui ont vu ça sur 20, 30, 40 projets de marketing automation et qui du coup vont arriver avec une structuration de la méthode. Et en fait, l'offre qu'on a mise en place, elle se distingue. Alors, il y a des différents niveaux d'engagement en fonction de l'intensité qu'il faut mettre, du nombre de contenus, du nombre de cibles qu'on va vouloir aller chercher, et puis quelques petites choses un peu plus fines après dans le niveau de finesse qu'on va vouloir avoir sur l'opération et sur le reporting. Mais il y a vraiment deux grandes étapes. Il y a une étape de mise en place, donc là, ça intervient au début des projets pour vraiment être dans le bon tempo et de vraiment suivre ces premiers mois de mise en place pour vraiment aller vite dans la bonne mise en place et pas finalement hériter d'une situation un peu complexe. Et puis c'est ce que je vous montre ici sur cette autre partie, c'est vraiment l'accompagnement mensuel de se dire ok, j'ai mis en place, j'ai formé mes équipes, mais maintenant j'ai aussi besoin d'une aide pour faire vivre au quotidien parce que j'ai pas la capacité de faire ça au quotidien, de pousser suffisamment de contenu, de pousser suffisamment de campagnes, d'analyser aussi régulièrement ce qui se passe, de regarder au niveau des leads par où ça arrive et comment les envoyer, et puis de faire aussi derrière le suivi, ce que Sylvain présentait tout à l'heure sur le change management, donc l'accompagnement au changement. Ça se fait pas en one shot, on prend pas 3 heures les gens dans une salle en disant bon maintenant vous avez changé et puis c'est parti. C'est des choses aussi qui peuvent s'accompagner. Donc ça c'est vraiment le fruit de l'expérience qu'on a pu faire, de plâtre qu'on a pu essuyer aussi pour vous dans certaines conditions, et que voilà qui donne aujourd'hui quelque chose qu'on avait envie aussi quand même d'aborder parce qu'on sait que c'est important. Le but c'était avant tout de vous donner de l'information pour vous permettre d'aller plus loin dans vos projets et puis pour
pour ceux que ça pourrait intéresser de rentrer en contact avec nous. Je regarde juste, parce que ça va être l'heure de l'apéro pour certains, en tout cas des déjeuners pour certains, on avait promis qu'on vous libérerait avant 12h30. Juste, je regardais un petit peu les questions qui étaient arrivées. Il y en a pas mal qu'on a déjà traité, donc si c'était pas clair, je vous invite à le reposer. Je vois que, par exemple, Franck posait une question sur la différenciation des stratégies en fonction de différents types de cibles, donc B2C, B2B, B2B2C, B2B2B. Très clairement, les pouvoirs de segmentation du marketing automation vont vraiment pouvoir aider à ça justement. Alors, il y a une première partie qui est de dire qu'est-ce que je veux dire à ces différentes cibles et comment je veux les adresser, hein. Déjà, ça c'est la réflexion. Mais après, dans la vie du marketing automation, on a vraiment de la segmentation très fine. C'est-à-dire qu'on va pas avoir juste trois quatre gros paquets de listes. En fait, on peut avoir 50 segments différents et puis mettre les gens dans des segments en fonction de leur comportement passé ou en fonction de certaines informations pour vraiment ensuite être dans la finesse. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de vraiment personnaliser la prise de parole. Et que ça, tout simplement, derrière, on peut avoir des scénarios de campagne qui vont être différenciés et qu'à partir du moment où on a identifié que telle personne est plutôt en B2B2B, on va plutôt l'adresser de telle manière plutôt que de telle autre. Donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur sur du marketing automation, c'est justement de pouvoir aller vers plus de campagnes personnalisées, moins de campagnes full base comme on a vu au départ, et de vraiment pouvoir différencier la prise de parole. Et puis on me demandait aussi, pas de nœud pape ce matin, non effectivement, pas de nœud pape me concernant aujourd'hui, il fait un peu chaud, il fait un peu chaud, donc on s'en est passé. Mais bonne suggestion, je le mettrai la prochaine fois. J'ai l'impression qu'on a traité toutes les demandes qui étaient arrivées. Je voulais vous remercier de votre participation et puis des questions que vous avez posées. Et puis sachez qu'on a un petit détecteur d'attention et donc vous avez été pas mal attentif. On peut le noter. Donc merci aussi de la qualité de l'écoute. On n'est pas tous dans la même salle, mais on arrive quand même à avoir quelques petites informations. Et vous retrouverez pas mal d'informations dans ce qu'on vous enverra sur la suite aussi, donc vous aurez les supports, vous aurez la vidéo et bien évidemment à votre disposition pour échanger directement avec vous, avec Sylvain, on est tous les deux là pour vous répondre. Merci à tous. Je te laisse le mot de la fin. Non, je crois que tu as tout dit, Guillaume. On est à votre disposition pour échanger au téléphone, par email, sur Twitter, comme vous voulez. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous, merci de votre présence, à très bientôt et puis bien sûr vous avez là nos contacts, donc n'hésitez surtout pas s'il y a des choses qui n'étaient pas assez précises ou s'il y a des cas un peu particuliers dans vos entreprises qui étaient un peu compliqués à aborder ensemble. Et puis à très bientôt, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Au revoir à tous.